Petit 4, l'équipement sensible et physique de la verticalité. Petit A, la vie sensible, animation de la statue de Condillac, l'échange des sens et des éléments. Le mouvement présente cet avantage gnoséologique. Il est pure extériorité, parfaite traçabilité, lisibilité. On peut même le reconstituer selon une surenchère descriptiviste et logique. Il s'agit d'un ensemble, premièrement, deuxièmement postural, gestuel, troisièmement comportementaliste. Toute une extériorisation s'ordonne et se développe d'elle-même, montage phénoménologique tout près. Le mouvement présente un autre privilège gnoséologique. Il se développe selon un gestuel commun au corps sujet et au corps social. Il met en relation l'organicité corporelle et l'organicité de l'être. Par le mouvement, le jugement est accompli qui synthétise le geste du corps et la participation à la nature. Refaisons, pour justifier ces propositions, la statue de Condillac. Il prétendait l'animer, lui donner vie, seulement par l'éveil progressif des sens. Mais il manquait à ce sensori le moteur, le mouvement, ce qui rend l'appareil sensible, synthétique et fonctionnel. Les sens sont les grands communicants. Leur fonction est d'être. Le corps est dans l'être, par les sens. Leur finalité et leur origine, être. Les sens trouvent dans l'être leur milieu naturel. On ne respire que s'il y a de l'air. Le souffle est émis par un organe pour donner de l'air. Autant de sens, autant de modalités fonctionnelles du corps. Autant d'échanges du corps et de l'être, autant d'animation de la statue de Condillac. Les éléments du corps se confondent aux 4 éléments. C'est le lieu final de l'échange. Je t'apporte le souffle, principe de vie, je t'apporte la respiration. La participation ontique, le grand échange cosmique, l'extase dans l'être que cherchait Heidegger est là, donnée élémentaire, minimum vital. C'est tout l'univers sensible qui se donne au premier venu. Participation ontique naturelle. On est dans l'être par l'essence. Nous avons déjà établi que son fonctionnement-là est acquis par un certain travail. Un montage de points, la sensation, la perception, l'image. Il faut qu'il y ait appropriation pour que l'être soit corporéité. Le sensorimoteur est l'appareil organique qui fonctionne de lui-même parce qu'il donne mouvement à l'être. Celui-ci le vivifie, l'anime. La motricité est comme un moteur qui marcherait aux éléments. Entre parenthèses, de l'être. La motricité est le mouvement de l'échange. C'est par elle que le potentiel du corps devient effectivité fonctionnelle. La motricité est synthétique. Elle transforme l'équipement du corps en fonction présociale, organico-sociale. Les sens, unifiés en vie sensible, seront transmutés en équipement social. Les 4 éléments activés par les sens seront à l'origine des activités humaines. On peut faire apparaître la morphologie commune à l'être évoluant et à l'être social. Elle recouvre l'échange qui caractérise l'antéprédicatif. Il fallait proposer le montage de la connaissance qui révèle le secret commun à l'être et au genre. Comment la verticalité du genre se constitue en tant que participation à l'être. Le crépuscule de l'être se fait l'aurore du genre humain. Cette morphologie continuiste détermine le champ originel de l'activité humaine. Un immense jeu, celui du corps dans l'univers. On découvre alors ce que Heidegger a cherché dans l'Antique. L'éternel commencement, le jardin d'Ève sans péché. Mais ce qui ne pouvait être pour Heidegger que passager, éphémère, expérience poétique mais aussi prétexte réactionnaire, nous le découvrons en sa nécessité évolutionniste pour le mettre en place, comme un moment de l'humanité, de son commencement. Antéprédicatif qui ne doit en aucun cas devenir un horizon à découvrir par et pour l'homme nouveau. Restauration, mais
antéprédicatif qui reste derrière nous, en nous, comme sensibilité créée par l'évolutionnisme. Corps humain de la participation ontologique ordonnée par la culture et témoignage du travail accompli par la praxis sur la nature. Petit b, la vie physique. Petit alpha, la plus courte distance d'un point à un autre, de la vitesse de la lumière à celle de la flèche. La vie sensible n'est que l'expérience élémentaire du sensorimoteur. Le mouvement, même en sa morphologie élémentaire, ne peut être réduit à cet état. Nous mettrons en évidence toute une activité négligée ou sous-estimée par les spécialistes. Elle n'est que l'expression la plus banale du corps humain, mais en même temps, elle propose les axiomes de base du mouvement de la verticalité. Il s'agit des trois impulsions du mouvement, celles dont la combinaison permet l'élémentaire gestuel de la vie physique sous son aspect musculaire athlétique. Courir, sauter, lancer. Ces trois expressions de la motricité sont d'apparence anodine. Pourtant, si nous les sélectionnons, c'est qu'elles deviennent le support de la civilisation, de l'hellénisme, de la célébration olympique. De là, notre interrogation. Comment le corps du prématuré, ou Homo erectus, peut devenir beauté vivante? Nous ne ferons qu'indiquer le mouvement de ce transformisme. Le symbolisme immanent propose la plus belle figure emblématique du mouvement, qui est aussi le plus grand moment de la phénoménologie, l'archer. Il décoche la flèche dans l'espace et le temps de l'être. Il s'empare de ces deux attributs lorsqu'il atteint sa cible. C'est le passeur de l'être au genre. C'est la finalité du genre, la prédation, qui s'accomplit par le mouvement même de l'être. L'archer vise une proie et atteint une cible. Il accomplit sa fin, le mouvement de l'être. C'est qu'après l'immanentisme, la plus fulgurante et immédiate relation de l'espace et du temps est la vitesse de la lumière, la mesure proposée par l'être. L'archer s'inscrit dans cette spatio-temporalité. Il crée lui aussi la plus courte distance d'un point à un autre, la vitesse de la flèche. Elle reprend l'étalon du temps cosmique pour lui substituer l'étalon du temps humain, la plus courte distance de l'intention à la réalisation, de la fin et du moyen, de la causalité à la finalité. La vitesse, la plus grande vitesse, reprend l'immanence. Elle n'est autre que le plus petit espace-temps que l'humain peut fabriquer pour créer sa propre temporalité et sa mesure. Toute conduite, tout acte se constitue selon ce principe qui va de l'immanence ontologique à la plus courte distance du moyen et de la fin, de l'intention à la réalisation, plus courte distance qui se développera en conduite de détour, de médiation, le moyen se développant en finalité. L'étalon du temps, la vitesse de la lumière, est devenu la mesure du geste, le plus de mouvement possible dans le temps le plus court. C'est la meilleure économie politique du temps, un principe de création, la maximalité créatrice. C'est le même mouvement, la trajectoire de la flèche et la trajectoire de la lumière, qui se confondent pour créer la meilleure verticalité qui soit possible. La meilleure forme, celle qui est alors esthétique. Alors la verticalité prend tout son sens. Elle est ce mouvement descendu des étoiles à la vitesse de la lumière pour, les pieds sur terre, viser le ciel, le geste de la flèche, ce qui est toujours plus haut. L'horizon est alors le prochain et le lointain. Le plus court chemin d'un point à un autre, maxime de la praxis, mesure de la lumière. C'est le moment parfait qui prend forme esthétique et qui propose aussi le fondement éthique de l'échange, de l'engendrement réciproque, de la meilleure relation possible du temps et de l'espace, après l'immanence ontologique, le fusionnel. Ce moment est celui du principe cosmique, mais est aussi celui du principe du genre, l'instant. Il ordonne le macro comme le micro.
cet instant est aussi la plus petite unité d'existence. Le battement du cœur, la respiration, la tension organique de l'émotion, du sentiment. Alors l'instant retrouve la contraction originelle du temps et de l'espace. L'être en soi, de retour à l'immanence, ce qui peut s'éprouver dans la fulgurance d'un regard, à vous que j'aurais aimé, vous qui le saviez. Comme un éclair, fulgurance de la lumière. C'est le paradoxe de la verticalité. Pour s'accomplir, elle doit viser vers le haut, le toujours plus haut, pour ne pas perdre son élan, son équilibre, sa raison d'être. Petit bêta, saisir et lancer, deux points, l'unité du lancer. L'arc n'est possible qu'au seul animal qui dispose à la fois de la main et de la verticalité. Pourtant, le primate, lui aussi se dresse, lui aussi dispose d'une main, mais toujours en tant que bifonctionnalité de celui qui reste à mi-parcours. S'il se dresse, il ne reste pas debout. La patte ne fait main qu'un instant, tantôt patte, tantôt main. L'homo erectus a définitivement écarté cette bifonctionnalité, cet opportunisme du primate, qui joue sur les deux tableaux. Il écarte toute réversibilité et ambivalence. La patte est définitivement évacuée. L'homo erectus appréhende pour lancer. Le primate, singe supérieur, ne fait que prendre et jeter. Chez l'un, il y a continuité et synthèse, chez l'autre, discontinuité et juxtaposition. L'homo erectus appréhende aux deux sens du mot, prendre et saisir par l'esprit. Il ne fait que mettre en pratique l'homme originel, l'intentionnalité qui chemine vers une finalité. S'il appréhende, c'est selon une intentionnalité. L'appréhension est une sélection. Prendre, pour le primate, n'est que le réflexe conditionné de l'espèce qui ne prend que ce que son ADN lui ordonne de prendre. Le gestuel du primate n'est qu'une récitation de son génome. Celui-ci ne traduit pas la continuité, mais la discontinuité irréductible du jeu de pattes et du jeu de mains. Le comportementalisme du primate témoigne de cette rupture. Il prend avec la main ce dont la patte ne sait que faire. C'est ce qui étonne, suscite le rire. Le soudain hiatus entre la nécessité d'un geste et son immédiateté gratuite. L'intention, sans finalité, ne peut que gesticuler le non-sens. Certes, l'homme naît sans croc, sans griffe, sans venin. Prométhée avait fait un constat exact de sa situation originelle. Mais le superarmement des autres espèces ne les condamne-t-il pas à une fixation ontologique, alors que l'homme peut se séparer de l'être grâce à sa maîtrise de la verticalité qui lui confère déjà la maîtrise du temps et de l'espace. L'humain, avec la patte-main et la verticalité, accède à l'équipement nécessaire à l'élémentaire praxis. Il peut appréhender pour lancer, il peut cueillir et chasser. Ce sont les activités inhérentes à la verticalité. Certes, le primate peut lui aussi cueillir, certes, le carnivore chasse, mais sans arc, sans flèche, sans l'archer, sans le lointain et le prochain. Pour l'humain, la cible se substitue au gibier. La conduite finalisée à la chasse gardée. Petit gamma, donc, l'athlète complet de la nature. Avec le courir, le sauter, le lancer, l'humain devient l'animal athlétique qui surclasse toutes les autres espèces. Il se fait l'athlète complet de la nature. Lui seul dispose de la panoplie gestuelle au complet et sait prolonger le gestuel élémentaire en activité sociale. C'est le pouvoir de socialisation des impulsions originelles de l'animal, de son gestuel, qui assure la suprématie animale de l'homme. Le primate, singe supérieur, du coup, en reste à l'acte manqué. Il recommence éternellement ce que jamais il n'achèvera. L'animal est le Sisyphe de la nature. L'homme a pu synthétiser les impulsions élémentaires de la verticalité en un ensemble, le corps de l'athlète, qui sait combiner tous les gestes conquérants de l'espace et du temps.
C'est le parfait décathlonien. Il est bon partout. La verticalité est l'acte synthétique qui permet d'atteindre la totalité de l'expression corporelle. Les autres espèces restent figées en leur programmation, incapables d'accéder aux gestes complets de la praxis corporelle. Elles ne savent que réciter leurs leçons, leur code génétique d'animaux machines. Et il faut constater une loi bien sélective. De points, au mieux, elles ne peuvent être animées que par deux des modalités du mouvement, comme si l'atrophie ou l'absence de la troisième n'était que l'effet de l'hypertrophie des deux autres ou de l'une des deux. Simple effet de l'évolution, de la sélection naturelle ou de l'adaptation au milieu. Le transformisme semble en avoir fait trop ou pas assez, comme s'il dosait plus ou moins bien, car il doit être difficile de distribuer harmonieusement ces deux composantes de l'évolutionnisme, de point, la raideur mécaniciste et la chaleur animale du vitalisme. Tout le monde ne peut être le bon élève de la création, ou, ce qui parfois semble transparaître, son chouchou. Ainsi, par ce double usage, la main intériorise la problématique de la survie et la dépasse en une ambivalence fonctionnelle et sociale. La main, arme de combat ou outil de travail. Le passage de l'être au genre est cette transmutation de la logique de l'être en ambivalence sociale. L'homo erectus triomphe. Son bonheur est d'échapper à l'animalité. Mais cela n'advient que parce que le potentiel physique de l'homme est plus fort que l'animalité. Encore un paradoxe du genre humain. S'il émerge de l'être, c'est en étant plus physique que les autres concurrents, les autres espèces. Il faut inverser la relation du physique et du cérébral, qui est le schéma commun à l'idéalisme et au matérialisme philosophique. La supériorité de l'homme sur l'animal viendrait de l'esprit, de la pensée. Nous proposons l'antithèse, sans ironie transcendantale. Deux points, il a fallu d'abord la supériorité physique de l'homme pour que le cérébral puisse se développer. Entre parenthèses, selon la praxis. L'homme doit d'abord acquérir le minimum vital qui permet la manifestation de la cérébralité. Aristote considère que la vertu n'est possible qu'à partir de la satisfaction des besoins élémentaires. C'est aussi la puissance physique qui permet d'atteindre la puissance de l'esprit. Voilà. Des questions, commentaires? Moi, c'est une question, parce que là, en fait, on avait déjà lu ce passage-là, maintenant que je m'en rappelle. Ouais. Et j'ai toujours pas compris. Alors, on revient à page 125, donc juste à la fin de ce que tu dois lire. Il y a une phrase où il te dit il faut constater une loi combien sélective. Au mieux, alors elle, c'est les autres espèces. Les autres espèces ne peuvent être animées que par deux des modalités du mouvement, comme si l'atrophie ou l'absence de la troisième n'était que l'effet de l'hypertrophie des deux autres ou de l'une des deux. Et j'arrive pas à saisir les trois, en fait. Je vois pas quels sont les trois. Enfin, quel est l'ensemble des trois dont il parle. Ben, c'est toujours la même chose, mais c'est autre chose de voir dans quelle mesure ce qu'il dit effectivement est applicable à certaines espèces, mais là c'est courir, lancer et sauter, quoi. Ah d'accord. C'est les trois impulsions qu'il a décrites. D'accord, ok, ça définit le... D'accord, ok. Bon. Mais c'est vrai que c'est assez... Il y a une part de contradiction, parce que c'est vrai qu'il a l'air de signifier que c'est des trois impulsions qui sont en gros qui déterminent le passage au genre, quoi. Mais finalement, après, il en décrit vraiment une comme la plus importante, qui est celle de l'archer. Celle de l'archer, c'est plutôt le fait de lancer, quoi. Lancer avec un outil aussi, quoi. Mais c'est ça qui me paraît un peu paradoxal, quoi. Le fait qu'il en annonce trois, si tu veux, mais finalement, il en décrit vraiment une comme étant déterminante. Apparemment, c'est le lancer. Le lancer et encore le lancer... lancer avec une intentionnalité et puis une finalité, quoi.
parce qu'il dit que le singe, lui, il prend la pierre, il la jette, quoi, mais il n'a pas de... En fait, c'est l'archer, il dit de plusieurs reprises, il dit ça, là. L'archer vise une proie et atteint une cible. C'est-à-dire qu'il y a l'intentionnalité et puis la finalité dans cette impulsion. Et donc en page 124, il dit pareil aussi après, là, pour l'humain, la cible se substitue au gibier. La conduite finalisée à la chasse gardée. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a la notion de cible, de finalité, quoi, qui intervient, alors que dans le cas du carnivore qui chasse, voilà, donc c'est le gibier. Qui chasse de manière quasiment... il récite son ADN. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que dans cette phrase-là, bon, alors supposez que oui, c'est bien de courir, sauter et lancer dont il s'agit. Alors là, en fait, quand il dit au mieux, les autres espèces ne peuvent être animées que par deux des modalités du mouvement, comme si l'atrophie ou l'absence de la troisième était que l'effet de l'hypertrophie des deux autres. En fait, il ne parle pas des trois tour à tour de façon indifférenciée. Voilà, il parle de la troisième comme étant le lancer. C'est-à-dire qu'en gros, les autres espèces sont capables de courir et de sauter, peut-être même trop en quelque sorte, mais sans être capables d'effectuer. Ils sont capables de projeter. De projeter, mais sans être capable de lancer à proprement parler. Mais pas de lancer au sens de l'archer. C'est comme ça que j'ai compris. D'accord. Au sens d'un geste finalisé, et dont le destinataire est autre chose qu'une proie, mais une cible. Ouais, c'est pour ça que ça fait quand même plus penser à l'impulsion de lancer, parce que finalement, tu trouves des animaux qui sautent mieux que nous, ça, il n'y a pas photo, quoi, qui courent mieux que nous, il y en a plein. Par contre, le lancer, j'en vois pas des masses, quoi, qui lancent. Quoi. Ou alors il dit comme le singe est capable de lancer, mais il jette la pierre et puis voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a bon, toujours d'après lui, quand même, la rupture, c'est toujours cette verticalité, hein, c'est son, c'est sa thèse ou son hypothèse assez fondamentale qui lui donne accès au temps, l'espace, conscience, ce genre de choses. Parce qu'il peut trouver des animaux qui lancent, hein. Il y en a qui lancent leur langue, il y en a qui lancent du venin, mais bon, ils sont des animaux quand même, quoi. Ouais, tu peux en avoir qui... Il n'y en a pas beaucoup qui lancent. Non. Chien, lancer. Déjà, pour lancer, il faut avoir quelque chose qui ressemble à une main, quoi. À part une langue, ouais, un truc. Ou à moins que tu lances un produit... je sais pas, le sconce ou des trucs comme ça, quoi. Mais c'est pas vraiment... Ce qui m'étonne, le paradoxe, c'est que je vois pas trop le rapport entre la verticalité et courir, sauter, lancer. Parce qu'apparemment, il dit qu'à un moment donné, il dit que la verticalité, elle est fondamentale pour le passage de l'animal à l'homme. Et là, il parle de courir, sauter, lancer aussi, qui seraient des éléments physiques fondamentaux. Mais il n'y a pas besoin de courir pour se mettre debout. À la limite, se lancer, oui, on peut imaginer que je me lance pour me mettre debout. Et l'impulsion, ça ressemble un peu à un saut. On ne décolle pas, mais je sais pas, je vois pas trop le rapport entre la verticalité et courir, sauter, lancer. Si on suppose que c'est deux choses qu'il considère fondamentales, je sais pas comment il fait son passage de l'un à l'autre, de la verticalité.
Peut-être. La verticalité libère la main. Et la différence entre l'homme et le singe, c'est que le singe est capable de verticalité, mais d'une sorte de verticalité temporaire, alternative et non continue. Seule la verticalité continue est l'expression de la condition d'une intentionnalité maintenue dans l'intentionnalité. Tu vois. Le singe se redresse quand il a besoin de chasser, mais ne reste pas debout. L'homme reste debout pour chasser, pour viser une cible, parce qu'il a besoin de ça pour survivre. D'abord parce qu'il y a des raisons qui sont des raisons, je dirais, de survie et tout ça, hein. C'est toujours le même sujet, mais en même temps, le fait de rester debout parce que il trouve les conditions de sa survie par la production d'une intentionnalité, ou dans la production d'une intentionnalité, fait de lui un animal tout à fait original. Pour moi, la verticalité, elle est ce qui, dans le courir, sauter, lancer, fait que le lancer est la catégorie supérieure des trois. Parce que c'est par la verticalité, je pense dans un mouvement de phylogénèse très lent, c'est par l'acquisition de verticalité et l'émergence de l'intentionnalité que le décollage par rapport au statut animal, la rupture avec le statut animal, la rupture avec l'être et l'entrée dans le genre s'opère. C'est comme ça que je comprends. Oui. Donc c'est pas un rapport immédiat entre verticalité, courir, sauter, lancer, c'est la verticalité qui va permettre de développer un courir, sauter, lancer, mais humain, intentionnalisé en fait. Oui. Oui, d'accord. Alors peut-être aussi qu'il anticipe sur l'usage qu'il va en faire après de ces trois impulsions au niveau de l'athlète. C'est-à-dire que sur un stade d'athlétisme, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que sauter, courir ou lancer? Soit tu lances un poids, soit tu sautes en longueur ou en hauteur, ou soit tu cours autour de la piste. C'est peut-être aussi, parce que bon, après il va y faire référence, hein, point de vue, une espèce d'esthétique de la praxis, donc qui le met en évidence. Donc il y a effectivement peut-être une anticipation par rapport à ça. Mais le fait est que c'est vrai que c'est quand même dans la notion de jeter qu'on peut voir le plus évidemment d'intentionnalité et de finalité, quoique aussi dans la course et le saut aussi, mais bon, de manière peut-être moins évidente, moins naturelle, je pense. Le saut et la course, évidemment, deviennent intentionnels, c'est-à-dire décharger progressivement des pures déterminations de l'espèce, ou de l'être, si on veut, pour reprendre son vocabulaire, mais elles le deviennent parce qu'il y a cette rupture qui s'opère dans le lancer. Moi, ce qui m'interroge, enfin, moi, de toute façon, je crois qu'il faut prendre ce qui est écrit là pour ce que c'est quand même
construction imaginaire, une imagination, une production imaginaire. Évidemment, le statut de ces textes-là est très spécifique, puisque, évidemment, on ne peut que spéculer, et reconstruire en fonction d'une conception que l'on vise comme matérialiste un processus auquel personne n'a assisté, sauf ceux de l'époque qui n'ont pas laissé grande mémoire, quelques os par-ci par-là, etc. Donc voilà, il y a forcément un côté imaginaire qui investit et qui suscite beaucoup de questions. Voilà. Par exemple, moi j'en ai une. Le lancer, c'est la chasse. Quid de l'homme cueilleur? Quid de l'homme qui cueille? L'homme. Là encore, c'est une hypothèse. L'homme a sans doute été cueilleur avant d'être chasseur. C'est une hypothèse. Je ne sais pas, peut-être qu'il a été les deux en même temps, on ne sait rien. Mais l'homme cueilleur, il ne lance rien, sauf peut-être des pierres en l'air pour faire tomber la noix de coco, je ne sais pas, mais c'est quand même, cette notion de lancer me semble renvoyer directement à la chasse, qui est, je pense que dans le processus d'hominisation, l'apparition de la chasse est un moment absolument déterminant, parce que le processus de la chasse, comme le dit Trần Đức Tao, est conditionnée par une organisation sophistiquée et hiérarchisée du groupe. Et donc c'est un moment de socialisation très important, où des pratiques sociales de coopération, de hiérarchie, une hiérarchisation des rapports sociaux est nécessaire à la réussite de la chose. Donc je m'étonne que ces questions-là ne soient pas évoquées ici. Quand il parle de la socialité, de l'intentionnalité, je pense que Trần Đức Tao, il est très... Alors lui, pour le coup, son hypothèse est très matérialiste. L'intentionnalité, elle naît de la nécessité du groupe, et pas d'une catégorie de mouvement, de posture, de verticalité, des catégories du mouvement. C'est plus là qu'il va chercher l'origine de la socialité, dans la nécessité de la survie du groupe. Ça me convainc plus. Ça me convainc plus. Par ailleurs, sa figure de l'archer, alors bon, il faudrait passer du temps sur le passage sur l'archer, parce que l'archer est présenté un peu par Kluskart comme une sorte de... C'est un opérateur. C'est un opérateur, mais en même temps, c'est presque comment on appelle ça, un modèle, une sorte de paradigme, oui. Mais qui dit archer dit arc, et donc production d'un arc, d'un outil. L'outil est déjà en lui-même fonctionnalité. Alors bien sûr, je parlerai. L'archer, c'est vraiment un outil complexe. Mais les premiers outils, ce sont des outils. Et donc, le lancer commence avant l'arc. Je crois qu'il ne faut pas regarder l'archer comme l'invention de l'arc comme le moment déterminant de la création de l'humanité. Non, voilà. Mais ça peut prêter à confusion, cette image de l'archer. Je pense que
quand on voit, quand on lit Leroi-Gourhan sur l'émergence progressive de l'outil, on trouve des choses beaucoup plus convaincantes que ce passage sur l'archer, je trouve. Où là, il y a l'exposé d'une dialectique, d'ailleurs, kouskardienne d'une certaine façon, hein, l'émergence conjointe de l'intentionnalité face à une nécessité, un impératif, qui est celui de la survie du groupe, qui est celui de la continuité, de la persistance dans l'existence, et l'émergence de la transformation de la nature pour atteindre cet objectif. Ou au moins, sans transformation de la nature, mais d'instrumentalisation de la nature. La pierre devient un instrument. Leroi-Gourhan, il expose comme ça toute une théorie de la dialectique entre le milieu, l'outil, la conscience et donc l'intentionnalité, à partir des éléments de la paléontologie dont il disposait à son époque, mais qui globalement, à mon avis, sont toujours... voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il y a eu approfondissement dans un certain nombre de domaines de la compréhension de ces choses-là. Je ne pense pas qu'il y ait une rupture. Vous voyez ? Mais alors, je ne sais pas si tu veux, le Leroi-Gourhan ou Je cite Leroi-Gourhan oui, parce que... au Traducteur, oui, je cite mes lectures. Oui, je ne connais pas tout. Non plus. Mais le fait est que peut-être là où Kluskar se place de manière un peu différente, c'est qu'on a l'impression, si tu veux, et en ça il est peut-être encore plus matérialiste que Traducteur et Leroi-Gourhan, mais il essaie d'extraire en gros l'être social de l'être organique. C'est-à-dire que, par exemple, quand il dit la motricité synthétique, page 120, elle transforme l'équipement du corps en fonction présociale, organico-sociale. Les sens, unifiés en vie sensible, seront transmutés en équipement social. C'est-à-dire qu'il se place là, il n'est pas à l'intérieur du champ social, il est en amont, quoi, si tu veux. Est-ce que, par exemple, Traducteur ou Leroi-Gourhan, est-ce qu'ils ne sont pas, eux, déjà un peu en aval, si tu veux, dans l'être social déjà, quoi. C'est-à-dire que de faire intervenir déjà les éléments d'une vie sociale, c'est peut-être pas ce qu'il cherche lui, Kluskar, c'est carrément une extraction de l'être social depuis l'être organique, quoi. Je veux dire, comment ça se passe, comment à partir d'un être qui est totalement dépourvu de toutes les catégories qui seront ensuite de l'être social, comment les premiers linéaments, si tu veux, de catégories, de fonctions pré-sociales se mettent en place, quoi. C'est moi comme ça que je le verrais plutôt. Mais moi, je dirais pas que ça me gêne, mais ce qui me questionne, c'est que là, on a l'impression que le social, par exemple, si on se fie à tout le paragraphe que je viens de lire, le social, en fait, il le balance à la fin. Ça veut dire que là, il essaie de faire la phénoménologie du passage de l'être au genre, et à la toute fin, il dit, le passage de l'être au genre et cette transmutation de la logique de l'être en ambivalence sociale. Mais dans l'idée de... Enfin, ce qu'il y a dans le paragraphe d'avant, là, enfin, je veux dire, je vois pas le social, en fait, au sens de l'interaction. Je vois une volonté qui va aller à la fois... Alors, il y a toute la métaphore du sport, parce que lui, c'est un peu ce qui l'intéressait. Je crois savoir que son premier article, c'était sur le sport, donc il est très intéressé par l'idée, justement, du sport comme étant l'expression de cet homme total réalisé, quoi. Mais là, ce que je vois, c'est plutôt une tentative d'aller montrer comment, finalement, ce qui caractérise la spontanéité du vivant, qui est de ne pas se contenter de recevoir la causalité, mais d'en faire une finalité,
il essaie finalement de l'épier dans la construction des premiers outils. Alors effectivement, ça pose un problème de penser que l'arc est forcément le nec plus ultra du premier outil, alors qu'en réalité, oui, il y a déjà des outils qui sont pas forcément... Il y a même du lancer qui n'est pas un arc, quoi, et puis quand on lance quelque chose, on en fait déjà en tant que tel un outil. Mais il y a des... Je dirais qu'il y a des trous dans le raisonnement, c'est-à-dire que là on passe au social, là, et je ne comprends pas immédiatement ce qui veut dire qu'il essaie de faire naître l'intentionnalité à ce moment-là, à partir du moment où la proie n'est plus une proie mais devient une cible, un but, et que donc on fait de la proie le but, ça je peux le comprendre. Mais en tout cas pas à ce niveau-là dans le texte, le social ne me paraît pas immédiatement apparu, ou alors c'est la transmission après des outils, et puis le fait que du coup on transmet aux autres la façon dont on les utilise, mais là c'est pas forcément ce dont il est question ici. Là pour moi on est encore dans la question de la rupture animal, animal-homme, voilà, homme originel, mais il n'y a pas encore la notion de social là-dedans. Et c'est un peu particulier parce que c'est-à-dire que la notion de praxis, pour moi, elle est censée recouvrir aussi un petit peu ça, quoi. C'est pas juste intellectualiser ta pratique, quoi. C'est immédiatement en arriver à un socius, quoi. Et là-dessus, je pense qu'il y a un manque. Pour répondre peut-être un peu, enfin pas pour répondre, j'ai pas l'intention de te répondre, mais à ta question, je pense que là, si tu veux, effectivement, il y a, tel qu'on l'avait vu depuis les quelques séances, même si j'en ai manqué une, il y a une naissance, on avait dit qu'il s'intéressait à la naissance des catégories de la logique. Et là, effectivement, il y a les courir, sauter, lancer qui apparaît, et on ne voit pas forcément le lien avec ce qu'il avait expliqué avant, c'est-à-dire d'abord la naissance de la verticalité, puis après, du coup, la notion d'équilibre, comme étant la raison finalement de cette verticalité, et après le fait qu'une fois qu'il est en équilibre, il y a l'idée du fait de rester en équilibre, donc l'idée du mouvement avec son côté inertie. Après le fait qu'entre le centripète et le centrifuge, tu as le sens du mouvement, donc avec la direction, maintenant tu as le sens, etc. Je pense, mais alors là c'est vraiment une interprétation toute personnelle et qui est encore un peu... Enfin c'est pas, je suis pas tout à fait sûr, et puis c'est un peu brumeux, quoi. Hein. C'est que je crois que là-dedans, il faut vraiment envisager la problématique. L'évolutionnisme débouche sur le social. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va mener à la verticalité, c'est quelque chose qui tient de l'évolutionnisme. C'est le fil conducteur finalement du progrès, mais de l'évolution animale. Et c'est pour ça qu'à la fin, d'ailleurs, on pourra retrouver la phrase, il pose vraiment la question de savoir si c'est pas l'évolutionnisme en fait, qui crée l'homme qui s'oppose à l'évolutionnisme en quelque sorte. C'est-à-dire que la verticalité amène à la notion d'équilibre. Cette notion d'équilibre, elle amène après à envisager la notion de mouvement plus uniquement du point de vue de l'équilibre, ce qui est en gros le principe d'inertie, quoi, hein, dans une direction, ce qui donne la direction du mouvement, mais après avec la notion de centripète, centrifuge. Et il y a un lien entre la façon dont le développement évolutionniste de l'espèce fait émerger ces questions-là et la façon dont l'homme, pour des raisons qui ont un lien avec la survie, est amené à intellectualiser ces choses-là pour ne pas vivre ce progrès entre guillemets d'évolution comme uniquement une causalité qu'il vit et puis donc qu'il reçoit, mais de les déterminer en retour, parce que c'est quand même un sujet libre. Parce que la subjectivité libre, c'est ce qui te permet, au tout début, fut-elle même abstraite, de pouvoir commencer à penser ta condition, quoi. Mais le problème, c'est que c'est à mon avis pour ça qu'il y a une interrogation, c'est que, en dépit de cette volonté de totaliser cette naissance, enfin ce parcours de l'homme qui le mène d'abord de l'homme naturel à l'homme originel. Non, contraire. Pardon, oui, excusez-moi. L'inverse. Oui, c'est exactement ça, qui part de l'homo erectus et puis qui après le fait devenir un homme plus savant, on va dire. C'est un projet très total, mais qui manque de détails, et du coup les détails, lui, il les apporte avec peut-être ce qu'il connaissait, alors peut-être pas forcément très bien, mais parfois mieux que d'autres, c'est-à-dire le sport. Et donc il va
apporter quelques déterminations, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a forcément des trous, des sauts qualitatifs, des bons qualitatifs dans l'écriture, parce qu'en fait, ça manque de documentation, quoi. Il n'y a pas de citation. Et donc, je pense que l'idée, c'est aussi que c'est à nous de voir comment on peut rendre intelligible ce texte. Mais il ne faut pas attendre de ce texte qui dissout, parce qu'effectivement, c'est très métaphorique, et puis on se dit pourquoi l'arc et pourquoi pas un autre truc. Et puis même, il y a des choses un peu bizarres. Puis alors là en plus, du coup, là, on a fini ce paragraphe 4. Alors là, à la fin, son truc, il a fallu d'abord la supériorité physique de l'homme pour que le cérébral puisse se développer. C'est pour ça que je disais qu'on a vraiment l'impression que du coup, c'est l'évolutionnisme qui a produit le cerveau. On ne voit pas forcément le saut qualitatif qui fait que l'intentionnalité est née. Il fait de l'intentionnalité finalement le produit de l'évolution de l'histoire naturelle. C'est intéressant, hein, c'est une hypothèse, moi je ne suis pas calé sur la question. Peut-être que les anthropologues en diraient des choses, mais je ne sais pas s'ils pourraient forcément aller beaucoup plus loin que ça. Mais puissance physique, oui. Il y a une volonté d'être très matérialiste, et paradoxalement ça devient un peu trop idéaliste. Parce que comme ça manque de matière, il y a des sauts, quoi. Donc c'est du matérialisme avec les preuves en moins, quoi, en quelque sorte, avec les indices en moins, que peut-être l'anthropologie justement donnerait, et c'est là que c'est intéressant. Mais Kouskar n'était pas hyper calé non plus en anthropologie, il connaissait les gens de son temps, quoi. Je pense que Kouskar reproche justement aux anthropologues et aux philosophes, mais aux paléontologues, justement, ce que tu dis, lui aussi il reproche un saut, c'est-à-dire que la court-circuit, si tu veux, de l'homme originel. En gros, on passe de l'animal, en gros, à l'homme naturel, et il y a un gros gap, comme on dit, quoi, que lui tente de combler. Il tente de combler, mais en faisant le grand écart, en faisant le funambule, avec des notions. Ah ouais, c'est quand même forcé, quoi. Je veux dire, là, au moins, je pense quand même qu'il a le mérite de vouloir le faire, et puis... Ah non, mais c'est pas une question de son projet. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut vachement faire attention, parce que c'est comme si c'était le fait de sinuer dans la naissance des catégories de la logique qui lui permettait de relier ce que les anthropologues, dans l'analyse des matériaux, empiriquement, quoi, ne peuvent pas faire, en fait. C'est-à-dire, les anthropologues ne se posent pas la question de la genèse des catégories de la connaissance en tant que telles. Ils analysent, ils regardent comment les outils sont nés, etc. Ce qui perd d'un côté en termes de précision, factuelle, tout ça, et que d'autres ont fait, peut-être que Kouskar en avait connaissance, il le gagne en essayant d'intégrer d'autres choses. Par exemple, déjà au niveau archéologique, il remonte peut-être plus loin effectivement que Tran Duc Tao, quoi. Tran Duc Tao, il me semble que son origine de la conscience, il la met dans le geste d'indication, en fait. Donc déjà dans un social qui se constitue, et lui, il le met dans la verticalité. Et quand il utilise, à mon avis, l'archer, c'est parce que l'archer... Alors effectivement, il y a tout un parcours avant d'arriver à l'archer, c'est assez tardif, je crois, la fabrication d'archers, l'utilisation la fabrication d'un arc et des flèches, et son utilisation. C'est peut-être parce qu'il y a quand même un nouveau saut qui est fait, en fait, c'est-à-dire que il y avait d'autres choses qui pouvaient ressembler à ça. Il y avait des lanceurs, je crois, qui sont antérieurs à l'archer, à l'arc pour lancer. Mais en termes d'aboutissement, c'est quelque chose là, parce que on vise la ligne droite, enfin plus ou moins, c'est encore moins parabolique que avec le lanceur, et donc il y a quelque chose un peu magique, peut-être à pouvoir observer la flèche qui traverse l'espace à travers le temps, et qui va venir à une grande vitesse, qui va venir se loger dans la proie. Et aussi par rapport au sport, à l'hellénisme, quand il parle
de la beauté, je trouve que ça éclaire un peu ce qu'il voudrait nous faire comprendre dans la verticalité. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de se mettre debout, c'est quand même... et d'y tenir, et de créer un mouvement à partir de cet état-là, nouvellement créé. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve plus tard dans le sport, une fois que les hommes se sont mis à l'abri, hein, qui ont créé des stades, etc., qui ont créé des nouvelles pratiques de la verticalité, que je trouve ça éclaire, enfin ça rend sa thèse crédible sur la verticalité, je trouve, parce que effectivement il y a une beauté du corps, etc. Je trouve que c'est assez crédible sa construction en fait, hein. Effectivement au prix de que ça soit un peu elliptique, je trouve que ça c'est assez c'est assez crédible, c'est beau quoi. Oui, ça va, c'est beau. Esthétique. Mais c'est vrai que l'athlète, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une esthétique de la praxis, du sport, etc. Qui finalement, une fois que la contingence, la survie, tout ça sont dépassés, ça culmine dans une espèce de fête esthétique, quoi, que serait le sport vu dans le sens des Jeux Olympiques athéniens. Peut-être pas maintenant, c'est peut-être moins évident, mais il regardait beaucoup la télé, tous les trucs de sport, les matchs des 5 nations, ça a été... Je crois que l'intention de Puskar, c'est d'essayer de produire un scénario matérialiste de la production de l'homme. Et donc, il ne faut pas oublier ça, parce que qui dit scénario matérialiste dit un scénario philosophique non idéaliste de la production de l'homme, et donc qui rend compte d'une évolution qui est une évolution qui se passe de toute intervention transcendante. Sa question, c'est comment la nature, dans son processus immanent, a-t-elle pu produire l'homme? Ça, c'est la question. Oui, oui. Il me semble. Et donc, pour expliquer ça, il essaye, on ne peut que rendre hommage à son effort, il essaye de restituer une dialectique de la nature et de la construction, enfin de la fabrication, de la production d'hommes, quelque part aussi par lui-même. Et il est nécessaire pour cela qu'il pense la dialectique de l'évolution et de la production humaine. L'évolution n'est pas responsable de la production de l'homme, parce que l'homme produit sa propre évolution d'une certaine manière, comme toutes les espèces, d'une certaine façon, en se transformant. L'homme est acteur du genre. Alors c'est un peu difficile à expliquer, pour moi, mais je le conçois bien. Je pense que qui est premier de la poule et de l'œuf, qui est premier du geste et de l'intention, du lancer et de l'intention, on ne peut qu'en donner une version imaginative, métaphorique, comme tu disais, sans doute, hein, le mot est juste. Mais il faut bien la donner. Parce que sinon, il va falloir rendre compte du fait qu'à un moment, il y a eu une évolution qui a fait l'homme. Et on revient à quoi? On revient à une intention transcendante.
quelque part, il y a un esprit, voilà, il y a quelque chose qui fait que une certaine espèce a été élue par ce on, par ce qui, voilà, elle était élue. C'est précisément le contraire que Kluskar veut dire en construisant ce scénario, à mon avis. Il n'est pas le premier à avoir fait ces tentatives. Là, les philosophes ne sont pas les seuls. Les paléontologues, évidemment, sont investis sur ce terrain. La paléontologie évolue constamment. Maintenant, on retrouve des traces d'une présence humaine encore plus ancienne que celle qu'on pensait. On a appris à analyser les éléments les plus fragmentaires, à les rapporter à des classifications qui sont en permanente évolution. Et tout cela tend aussi à établir non pas la continuité d'une espèce, mais la continuité d'une multiplicité de branches, dont certaines se sont éteintes, dont d'autres ont perduré, dont d'autres se sont conjuguées, parce qu'on trouve dans notre ADN des traces. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut renvoyer ça aux autres recherches et considérer ça comme une sorte d'exposé à intention philosophique. Alors qu'est-ce que ça veut dire intention philosophique? Pour moi, c'est la bataille contre l'idéalisme. C'est la bataille contre l'idéalisme, c'est-à-dire la bataille contre l'idée qu'il y aurait quelque part un plan prédéterminé, correspondant peut-être à une volonté, peut-être pas une volonté, mais un plan prédéterminé qui conduisait à l'homme. L'homme est un accident de la nature, peut-être heureux, on verra ça dans quelques temps quand on aura foutu la planète en l'air, c'est un accident de la nature qui prend la forme d'une espèce particulièrement faible qui a été amenée à inventer ses propres conditions de survie et donc à se construire la capacité d'intentionnalité nécessaire pour cela, parce qu'elle n'avait pas de ressources naturelles propres pour le faire. Voilà. Il n'y a pas de ressources naturelles propres pour le faire. Pas suffisamment, en tout cas. Pas suffisamment. Et ne serait-ce que le bébé. Le bébé, c'est au bout de plusieurs années que l'enfant, alors peut-être qu'on trouvera des formes d'immunisation très anciennes où les enfants étaient capables de marcher et de se nourrir par eux-mêmes plus tôt que maintenant, je ne sais pas. Et dans des champs de réflexion qui sont diverses, où aujourd'hui on voit bien que la paléontologie, sans la biologie moléculaire, sans la chimie organique, elle n'existerait pas. Donc il y a une mobilisation des savoirs humains extrêmement large, y compris dans le domaine de la connaissance atomique, etc. Maintenant, tout ça est utilisé en paléontologie, et ça permet d'ouvrir des espaces considérables de réflexion nouveaux. Puis alors, il y a une troisième tendance qui consiste à dire que tout ça, les uns comme les autres sont des rêveurs rationalistes militants, et que tout ça relève de l'absurde le plus total, et que finalement, ce qui reste, c'est la pure matérialité d'un présent marqué par la concurrence entre les individus, ou entre les races, ou entre les nations, ou entre les... Voilà. Ça, c'est encore une autre thèse. Et puis on peut reconstruire une philosophie sur cette base-là. Tout à l'heure, en venant, j'ai parlé sur Nietzsche, c'était exactement ce que j'entendais.
Donc, il y a un choix à faire, la philosophie. Il y a un choix à faire. Il y a le choix que d'ailleurs Puskar, dans le début du livre, rappelle en d'autres termes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il le pose comme ça. J'ai relu, parce que la dernière fois on a parlé, pas la dernière fois, une fois avant, on a parlé de Thor, j'ai relu 2-3 trucs de Thor qui sont intéressants. Puis il y a eu un article, une interview de Thor dans l'UMA récemment, qui est très intéressant. Ah oui, Très intéressant. Là aussi, moi je prends ça pour des contributions importantes. Là, je vous invite toujours dans l'UMA, excusez-moi, on a les références qu'on mérite, mais il y a un article sur la mort de Héritier. Et François Héritier, et il y a un petit encadré où ils ont sélectionné un extrait d'une interview d'Héritier, qui est un extrait prodigieux, parce qu'en fait c'est en 50 lignes, 60 lignes, c'est un condensé de l'état final de sa réflexion, où là aussi elle aborde ces questions de comment l'homme émerge. Alors elle ne se situe pas au stade de Puskar, la transition de l'être ou de l'homme originel vers l'homme naturel, mais elle réinterprète les thèses lévi-straussiennes sur l'interdit de l'inceste, d'une manière qui ouvre des perspectives matérialistes qu'on peut intégrer dans cette réflexion sur comment l'homme se produit, en disant que l'interdit de l'inceste est lié aux conditions matérielles de vie des hommes et à la nécessité de sortir de la consanguinité, et que cette nécessité de sortir de la consanguinité qui s'est traduite par d'abord la guerre, a aussi, après ou en même temps, ou je ne sais pas, nécessité l'alliance. L'alliance, le mariage, le croisement entre groupes, etc. Vous voyez, je crois que toutes ces productions de catégories, qui sont des catégories qu'on ne peut pas qualifier d'historiques, puisque ça se passe avant l'histoire, mais qui sont des catégories génétiques, elles sont extrêmement importantes pour construire une pensée, si on souhaite, une pensée cohérente de l'humain, qui ne soit ni une pensée de l'absurde et du hasard pur, ni une pensée du don transcendant d'une puissance supérieure, alors les extraterrestres, Dieu, les dieux, un dieu particulier, voire même la nature avec un grand N. Et c'est en ça qu'il y a aussi, bon, ça ce sera un autre sujet, mais enfin il y a aussi une grande parenté avec Spinoza dans tout ça, mais ça il faudra s'expliquer là-dessus. Grande parenté de grandes différences, parce que Spinoza évidemment n'a nulle approche génétique du phénomène humain, c'est déjà, mais je crois pas en tout cas, parce que j'ai lu de lui, mais il y a ce souci d'immanence. Des causes et des effets, quoi. Comment ? Des causes et des effets. Oui. Mais je crois que l'impression, enfin, à mon sens, hein, le grand mérite de ce bouquin, c'est de poser la question, donc, dans l'être social, est-ce qu'on peut prétendre à un savoir sur l'être social, si tu veux, anthropologue, paléontologue, ce que tu veux, philosophe, si on fait l'économie de la genèse des catégories.
est-ce qu'on peut prétendre, si tu veux, et j'ai l'impression que contre ça, si tu veux, qui se heurte parfois, en le dénonçant comme parfois un peu naïf, ou je ne sais, est-ce qu'on peut prétendre un savoir scientifique sur l'homme en faisant l'économie de la généalogie de ces catégories? C'est, à mon sens, ce que lui cherche à faire. Oui. C'est-à-dire qu'il prend le truc à la racine, radical. Il le prend en philosophe. Il le prend en philosophe parce que ce travail sur les catégories, c'est quand même beaucoup la tâche du philosophe. Parce que bien souvent, chez des paléontologues ou des c'est ce qu'il dit parfois, bon, l'homme arrive comme ça, et même là c'est un côté transcendant, quoi, je veux dire, habillé de pied en cap par la praxis, quoi, mais comment ça s'est produit, quoi, je veux dire. Tu vois, le truc c'est que bien souvent il court-circuite, comme il dit, l'homme originel, c'est-à-dire que bon nombre n'ont même pas l'idée, il le dit parfois, hein, Oscar, d'avoir recours à l'étude de cet homme originel. On pose l'homme naturel comme arrivant, comme un cheveu sur la soupe à un moment donné, sans poser la question de son émergence. Donc je pense que lui, si tu veux, au moins il prend le truc à bras le corps et il se pose la question, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Dans ce sens, il est un peu cartésien, quoi. Il fait table rase des autres choses, et puis il essaye effectivement de monter, de suivre un peu bon, il suit aussi le Condillac apparemment, qui prétendait animer une statue à partir des sens. Et alors lui, il va encore plus loin, puisqu'il dit non, en fait, il aurait dû le faire, mais à partir du sensorimoteur, quoi. Enfin, à partir de la motricité, quoi. Donc même pour et donc il reconstruit tout un ensemble à partir vraiment des bases les plus élémentaires de l'être, et petit à petit sa construction lente et progressive, quoi. Donc je pense que c'est en ça que ce livre un peu peut nous aider effectivement à mieux circonscrire un peu ce que vaut actuellement le savoir sur l'évolution de l'homme tel qu'il est donné parfois dans les... Enfin, en principe, quoi, toujours. Il évolue beaucoup. Hein. Oui, il évolue beaucoup. Moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je lis ce que je trouve sous ma main. Je sais qu'il y a beaucoup d'évolution, mais qu'il y a une sorte de révolution en paléontologie qui est en train de s'opérer. Et puis, il y a de nouvelles questions qui se posent. Par exemple, je crois qu'on évolue aussi beaucoup dans la compréhension du fonctionnement de ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés animales. Et que on voit apparaître l'idée que les sociétés animales ne sont pas et ne peuvent pas, elles non plus, être simplement des appareils de répétition du genre. En tout cas, certaines sociétés animales. Et qu'il y a, par exemple, des chasses organisées, certaines espèces, et que donc peut-être l'hypothèse juste ne serait pas celle de dire la rupture se situe entre un animal qui répète son être d'animal et puis un genre qui s'autoproduit relativement, qui s'appelle l'homme, mais qu'il y a aussi une forme d'autoproduction qui donne de tout autre résultat chez l'animal. Et que voilà, il faut l'entendre. Voilà. Mais tout. Voilà. Donc peut-être que la frontière entre l'animalier. Alors je ne reviens pas sur les discussions qu'il y a eu. Hein, je ne parle pas ici en représentant de l'école végane, je tiens à le dire. Mais bon Dieu, il faut quand même bien regarder ça. C'est bien que tu pourrais t'y retrouver d'ici peu. D'ailleurs, dans le livre, je ne sais plus où là, il
il dit à un moment, la question de la subjectivité animale est une question essentielle. Mais il dit ça dans une phrase où j'ai pas bien compris ce qu'il disait autour, mais enfin. Sinon, je voudrais revenir sur la chasse et la cueillette. Peut-être que si Kluskar met l'accent sur l'arc, c'est parce que l'arc, quand même, est l'aboutissement de tout un parcours, peut-être. L'aboutissement de l'homme originel à l'homme naturel, qui commence à avoir une grande maîtrise de l'espace et du temps. Peut-être ça coïncide, je ne sais pas, avec la sédentarisation, quoi. C'est-à-dire que ils sont, enfin, je ne sais pas, peut-être ça c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il y aurait un passage, quoi. Ils sont beaucoup moins dépendants de la contingence et ils essayent beaucoup plus de répondre à des besoins qu'ils ont créés. Et il me semble que la plupart des chasseurs-cueilleurs, ils sont sédentaires, enfin il y en a en tout cas une partie qui sont sédentaires, donc c'est quand même la preuve d'une certaine maîtrise de leur environnement. Donc c'est peut-être ça où l'arc serait aussi le symbole de l'aboutissement du parcours de l'homme originel vers un homme naturel qui serait passé de la contingence aux besoins, en fait.